Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'école du futur, ravie de vous retrouver. Voici les titres. On va commencer par regarder un nouvel épisode de la série La famille tout écran qui, vous le savez, nous est proposé par notre partenaire, le Clémy. On voit ça dans un instant. Et puis elle a une idée derrière la tech, Isabelle Rouan est avec nous aujourd'hui. Bonjour Isabelle. Bonjour Philippine. Ravie de vous retrouver. Quel va être l'objet de votre chronique aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui on va parler d'anticipateurs ou d'anticipatrices de scénarios de crise. On découvre ça dans un instant avec vous. Et puis c'est notre question du jour. On va vous parler aujourd'hui d'un jeu vidéo qui fête cette année ses 15 ans, on le compare souvent au Lego du 21e siècle, un univers pixelisé où l'ensemble des éléments le composant sont cubiques et dont la seule limite, c'est l'imagination des joueurs. Vous l'aurez sans doute deviné, on parle de Minecraft qui est à l'honneur aujourd'hui dans l'émission. On va explorer son potentiel pédagogique, potentiel qui ne cesse de grandir. On en parle avec notre invitée Béatrice Matlega. Bonjour. Bonjour Philippine. Soyez la bienvenue. Merci. Sur le plateau de l'école du futur. Je suis ravie de vous recevoir. Vous êtes responsable des partenariats pédagogiques, c'est Microsoft Éducation. On en parle dans un instant, juste après le focus. Pour sensibiliser enfants et parents à l'utilisation du numérique au sein des foyers, le Clémy nous propose un nouvel épisode de sa série La famille tout écran et on découvre ça dans un instant. Allez, vous redescendez vos écrans maintenant, fini les jeux vidéo. Mais papa, j'ai même pas beaucoup joué aujourd'hui. Papa, je suis en plein niveau. On l'avait dit 15 minutes, je veux bien être cool, mais maintenant vous arrêtez. C'est le moment de dégainer mon arme secrète. C'est moi l'arme secrète. Youpi! J'ai téléchargé une appli qui me permet de limiter à distance l'utilisation des écrans des enfants. Regarde et admire. Mélina? Oh non, c'est ça. Juju? Pourquoi il y a plus ici? Oh non, c'est noir. Oh chérie, t'es la plus forte. Allez, je vais aux toilettes, moi. Je parie qu'ils jouent en douce. Non! Certains jeux vidéo peuvent rendre complètement accro. C'est encore pire si c'est des jeux violents. Alors il faut bien choisir ses jeux et y consacrer un temps limité. Savoir poser sa manette, ça fait partie du jeu. Yes, je vais pouvoir rejouer. Ah, dommage, j'ai plus de batterie. Et on va vous parler d'un jeu qui peut rendre accro, mais c'est pour la bonne cause. Depuis son lancement en 2009, Minecraft a convaincu déjà plus de 100 millions de joueurs. Joueurs qui n'ont pas seulement trouvé de quoi occuper leurs après-midi, mais certains ont imaginé d'autres usages à Minecraft bien plus sérieux cette fois-ci. Et c'est notamment dans les salles de classe que ça prend tout son potentiel. On en parle tout de suite dans la première partie du talk. Et on en parle avec vous, Béatrice Matlega. Je rappelle que vous êtes la responsable des partenariats pédagogiques chez Microsoft Éducation. Alors au départ, Minecraft, c'était pas du tout un jeu qui était orienté vers l'éducation. La partie pédagogique, elle est arrivée un petit peu plus tard. Mais force est de constater que la richesse de ce jeu s'est imposée par la suite dans le domaine de l'éducation, tant ses atouts sont nombreux, atouts dont on va parler aujourd'hui ensemble. Il faut malgré tout préciser à nos téléspectateurs, Béatrice, qu'il ne faut pas confondre la version classique de Minecraft qu'on est nombreux à connaître et la version pédagogique qui s'appelle Minecraft Éducation. C'est ça, c'est quoi la différence? C'est exactement ça. C'est-à-dire que Minecraft, dans sa version éducation, est juste un dérivé qui a été conçu pour proposer un certain nombre d'usages pédagogiques. Donc, c'est une version qui va servir à apprendre et à apprendre plein de choses. L'intérêt, c'est qu'on va retrouver l'ensemble de l'univers graphique de Minecraft, donc les personnages, cet univers pixelisé, les fameux blocs, etc. Voilà, tout ce qui a fait le succès du jeu, mais la finalité de la version éducation, c'est qu'on va apprendre plein de choses. Alors justement, qu'est-ce qu'on peut apprendre avec Minecraft Éducation? Quelles compétences on peut développer? J'ai cru comprendre qu'on pouvait visualiser ces leçons dans le jeu, entre autres. Alors, il y a plein d'autres usages en fait. Il faut imaginer en fait Minecraft Éducation comme un bac à sable. C'est-à-dire qu'on va partir presque d'une page blanche, sauf que la page blanche dans Minecraft Éducation, ça va être le monde Minecraft. Et à partir de là, en fait, on va pouvoir construire son univers. Par exemple, si on est passionné d'histoire, on va pouvoir reconstruire un château
Voilà, un château du Moyen-Âge, avec évidemment toute sa culture, enfin voilà, toutes ces notions historiques, et donc apprendre tout ce qui a fait le monde en fait autour de ce château. Alors, Minecraft Éducation, c'est notamment utilisé dans les salles de classe, on l'a dit. Malgré tout, est-ce que les élèves ils arrivent à comprendre qu'au-delà d'un jeu, ils sont bien en cours et que justement, ce logiciel, il peut être utilisé à des fins pédagogiques et d'apprentissage? Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, ils apprennent sans le savoir, sans s'en rendre compte. Ils ont l'impression d'entrer dans un jeu, mais on va leur demander de créer des choses dans ce jeu. Voilà. En fait, il y a deux modes d'utilisation de Minecraft. On va pouvoir soit partir de mondes existants, donc des tutoriels par exemple, ou des cours déjà préexistants dans lesquels les élèves vont pouvoir naviguer. Donc ils vont avoir par exemple des énigmes à résoudre, différentes étapes à franchir, et donc évidemment différentes connaissances à acquérir tout au long de leur parcours. Et puis il y a l'autre mode, c'est en fait un mode où ils vont devoir complètement construire un univers, construire un projet, voilà. Et donc finalement se fixer un challenge. Et ce challenge, on le définit avec l'enseignant. Et on apprend à travailler en groupe avec ses camarades pour réussir à relever ce challenge. Et donc, c'est là où ça devient particulièrement intéressant. Bien sûr. On l'imagine. Isabelle, je me tourne vers vous. Vous êtes notre chroniqueuse du jour. Vous me disiez rapidement en préparant cette émission que vous ne passez pas tous vos après-midi à jouer sur Minecraft. En revanche, je crois que votre fils, là aussi, il prend l'opportunité de ce monde virtuel pour créer des monuments, c'est ça, des bâtiments? Tout à fait. Effectivement, j'ai un fils qui est passionné de Minecraft et j'aime bien votre expression du Lego du 21e siècle. En fait, il a envie de devenir architecte et cette passion est venue entre autres du fait de construire des bâtiments grâce à Minecraft et dans Minecraft. Donc il a construit un collège, là il est en train de construire un lycée. Donc c'est rigolo parce qu'il invente et il innove en créant des bâtiments dans Minecraft. N'importe qui peut accéder à Minecraft Éducation aujourd'hui, Béatrice. Il faut être élève, il faut quoi? Une adresse académique, il faut faire partie d'un établissement scolaire? Alors, n'importe qui peut l'utiliser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut souscrire à Minecraft en ligne. Alors, il y a une version payante, hein, ça reste un outil qui nécessite une licence, mais avec des tests en fait possibles. Donc, on peut avoir une version test pour essayer Minecraft Éducation. Et ensuite, quand on est un enseignant, quand on est un élève ou quand on est un parent, on peut en effet souscrire et utiliser directement l'outil. Qu'est-ce qu'un jeu vidéo pourrait bien apporter à l'éducation? C'est une question qu'on pourrait se poser comme ça. Est-ce que tout ça est bien sérieux? En revanche, on le voit et vous allez nous le démontrer tout au long de l'émission que pour le coup, Minecraft Éducation, c'est sérieux et ça permet à des élèves et des enseignants justement de continuer les apprentissages par le jeu. L'apprentissage par le jeu tel que le propose Minecraft. Pourquoi il cartonne autant auprès des élèves? C'est justement parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en fait en train d'apprendre? C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'engagement de la part des élèves dans l'utilisation en fait du jeu, donc ils ne se rendent absolument pas compte. Pour eux, ils sont en train de jouer, mais en jouant, ils vont apprendre des notions de mathématiques, ils vont apprendre des notions de français aussi, parce qu'on leur demande de créer des scripts, par exemple, on leur demande de créer des dialogues, des textes. Les mathématiques, ça semble assez évident, parce qu'ils vont devoir travailler avec des blocs, donc ils vont devoir calculer des formules pour créer des monuments, etc., etc. Donc voilà, donc ils apprennent en fait toutes ces notions qu'ils peuvent évidemment retravailler avec leur enseignant. L'idée, c'est pas de remplacer l'enseignant, hein. Voilà, Minecraft, ça vient ajouter une étape qui est une séquence pédagogique dans le cadre d'un programme évidemment scolaire plus global. Donc c'est ça qui est intéressant. Mais ça crée énormément d'engagement de la part des élèves. Et puis, je le disais rapidement tout à l'heure, mais ils travaillent en équipe. Donc, ils travaillent avec leurs copains. Ils sont obligés de s'organiser. Ils sont obligés de réfléchir à la manière dont ils vont gérer le projet. Donc, c'est en même temps une opportunité de développer ces fameuses compétences dites du 21e siècle, les fameuses soft skills, qu'ils acquièrent aussi sans s'en rendre compte finalement. Et c'est vrai que les retours sont très positifs. Ce matin, en préparant l'émission, je regardais un blog sur lequel enseignants et même parents prenaient la parole sur Minecraft Éducation. Et il y en a un qui dit, je cite, « Le jeu permet à l'élève de s'auto-évaluer », ce qui est très différent de l'apprentissage où en fait les enseignants transmettent leur savoir aux enfants. L'accent est mis, je cite, sur le processus plutôt que sur le résultat. Ça aussi, c'est bien différent. Et surtout, le jeu permet d'associer des situations d'apprentissage au plaisir. Voilà, je crois que tout est dit. Vous dites aussi aux enseignants que si Minecraft reste un jeu, c'est surtout
surtout pour eux, enseignants, l'occasion de construire aussi la continuité pédagogique des scénarios aussi de cours qui leur seront utiles en classe. Quel type d'activité on peut faire? Je crois qu'il y a une activité qui a été réalisée avec des collégiens des Yvelines récemment. Alors oui, tout à fait. Dans les Yvelines, le projet, ça a été de reconstruire un château du Moyen-Âge qui était totalement en ruine. Et ce qui était intéressant, c'est que le projet a duré 1 an. Donc évidemment, ça n'a pas été 1 an sur Minecraft, mais le projet a débuté par une visite du château avec des archéologues. Donc il y a eu tout un travail terrain qui a été fait en amont par les élèves. Ensuite, il y a évidemment eu le travail avec leurs professeurs de mathématiques pour travailler sur la géométrie, pour prendre toutes les mesures, en fait, etc. Commencer à réfléchir au projet. Et effectivement, Minecraft a été une étape à un moment donné, où ça a permis de concrétiser et de rendre le château vraiment concret et bien sûr pas réel. Évidemment. Alors, quoique réel, parce que derrière, une fois qu'ils l'ont construit sur Minecraft, ils l'ont construit aussi en format maquette. D'accord. Et voilà, oui, donc c'est une première étape de la visualisation. Avant de passer sur quelque chose de plus tangible, de plus concret. C'est un projet qui a été fait dans le cadre de l'opération Mine d'Histoire organisée par Seine et Yvelines Numérique. Absolument. J'ai vu aussi que Minecraft Éducation inclut des fonctionnalités telles que le mode classe pour la gestion des sessions, Code Builder pour apprendre la programmation, et il y a même un portfolio pour documenter le travail des élèves. C'est-à-dire qu'en tant qu'élève, si je commence à travailler sur un projet, même si c'est en groupe, si je reviens sur le même ordinateur ou avec la même session, je peux en fait avoir un suivi pour mon enseignant, pour montrer aussi à mes copains éventuellement de tout mon travail qui a été effectué sur le logiciel. Exactement, c'est des fonctionnalités qui ont été ajoutées finalement par rapport au jeu Minecraft pour justement permettre un vrai usage dans le cadre scolaire. Et le Code Builder, c'est quelque chose d'assez important parce que du coup, ça permet aussi d'apprendre à coder. C'est ce que j'allais vous dire, compétence essentielle aussi. On va attribuer un certain nombre de tâches aux personnages que l'on va retrouver dans son monde, que l'on va créer aussi dans son monde. Et donc voilà, on apprend aussi à faire du Python ou à coder par bloc dans Minecraft Éducation. Le futur de l'apprentissage du code à l'école, ça passe notamment par Minecraft. Bon, on continue d'en parler ensemble, Béatrice, dans un instant. D'abord, on va faire un petit tour du côté de la planète Tech. Images et vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau.
toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invitée aujourd'hui, Béatrice Matlega. Vous êtes, je le rappelle, responsable des partenariats pédagogiques chez Microsoft Éducation. On continue à en parler justement de Microsoft Éducation dans un instant. D'abord, on va laisser place à la chronique d'Isabelle Rouan qui a une idée derrière la tech. Alors Isabelle, aujourd'hui vous allez nous parler d'anticipation. Tout à fait, anticipation de scénarios de crise, parce qu'en fait aujourd'hui les entreprises elles font face à beaucoup d'incertitudes. Ça va de la guerre aux pandémies et à toutes les problématiques politiques qui sont parfois assez mouvementées, et c'est très compliqué pour une entreprise de prévoir l'imprévisible, en fait d'être résiliente et de s'organiser pour faire face à tout ça. C'est ce qu'on appelle en statistique la théorie des signes noirs. Alors c'est quoi cette fameuse théorie, Isabelle? Alors c'est une théorie qui a été mise en place par un statisticien qui s'appelle Nassim Nicolas Taleb. Alors signe, c'est le signe qui est sur l'eau, CYGNE. Ça s'appelle comme ça parce qu'on pensait qu'on ne pouvait pas avoir de signe noir jusqu'à ce qu'on découvre qu'en fait ça existait en Australie. Ouais. Et en fait, c'est une théorie qui explique qu'il y a des faits qui sont statistiquement des faits extrêmement rares. Ça s'appelle un événement rare. Donc, qui ont très peu de chances de se produire, mais que quand ils se produisent, ils ont des conséquences qui sont absolument monumentales et impactantes. C'est typiquement le cas de la pandémie du Covid-19. Ah oui. Une pandémie, ça arrive tous les 100 ans. Ou le cas d'une dissolution de l'Assemblée, ça arrive à peu près tous les 30 ans. C'est vrai. Donc, ça, c'est des signes noirs et il faut aujourd'hui que les entreprises, même si c'est très très peu probable, soient capables de le prendre en compte. Est-ce qu'il y a un parcours type balisé pour devenir justement anticipateur de scénarios de crise? Eh bien, pas du tout. Surtout pas. Et c'est là toute la beauté de ce métier. Pour la petite histoire, les armées ont fait un marché public en 2019 où elles ont été chercher pour aller anticiper les conflits du futur et les conflictualités du futur. Elles ont été chercher la Sorbonne et elles ont été chercher non pas des gens militaires, mais elles ont été chercher des dessinateurs, des auteurs de science-fiction, des scénaristes, pour leur demander de réfléchir ensemble de manière impertinente, élégante et détachée de la hiérarchie à tout ce qui pourrait être les conflits du futur. Alors comment ça se passe concrètement, Isabelle? Eh bien, ça se passe en montant deux équipes. Une équipe qui s'appelle la Red Team et une équipe qui s'appelle la Blue Team. Donc la Red Team, elle est là, détachée de la hiérarchie pour anticiper tout ce qui est peu probable. Donc en l'occurrence, ils ont travaillé sur des conflits 2030-2060 avec des méthodes de design thinking. Il y a même des scénarios qui sont déclassifiés. Il y a des bouquins, des podcasts qui s'intéressent. Il y a des conférences chaque année là-dessus. Ouais. Donc ça, c'est les gens qui sont là pour dire est-ce que tu as pensé à? Et en face, ils ont mis en place une Blue Team. Donc là, ce sont des militaires, des gradés, qui sont là pour planifier et organiser la résilience des armées pour prendre en compte, en fait, j'allais dire les élucubrations, c'est pas le bon mot, mais les choses très, très improbables qu'imagine la Red Team. Et c'est important parce qu'en fait, si on n'a pas une Blue Team qui fait bouger les lignes de l'entreprise ou qui fait bouger les lignes de l'organisation, en fait, souvent, les scénarios de la Red Team, ils restent lettre morte. Oui, j'imagine. Alors, quelles sont les qualités indispensables pour devenir justement anticipateur de crise? Alors, la première chose, c'est d'avoir bien sûr beaucoup d'imagination. La deuxième, c'est de travailler en équipe. Encore une fois, ces équipes de contradicteurs agiles, c'est vraiment des gens d'horizons différents qui résonnent ensemble. Il y a aussi la nécessité de faire tomber ses propres barrières mentales. Il faut une bonne résilience parce que comme on va imaginer des choses qui ne sont pas forcément très plaisantes, il faut être capable après le soir, quand on rentre chez soi, de gérer ses émotions et le stress que ça peut générer, et aussi être capable de détecter des signaux faibles. Anticipateur de crise, je rappelle que vous êtes aussi l'armée, vous connaissez bien, vous êtes lieutenant-colonel dans la réserve citoyenne, c'est ça? Tout à fait, j'ai le privilège d'être lieutenant-colonel dans la réserve citoyenne de l'armée de terre. Donc c'est du mécénat de compétences, je les accompagne sur des sujets de recrutement, notamment de métiers liés à la tech, donc en fait mon vrai métier quelque part, oui. Bénévolement pour les armées. Et vous avez jamais fait partie justement de cette Red Team ou de cette Blue Team? Alors non, j'ai pas candidaté sur ce scénario-là, j'ai eu le privilège d'être auditrice civile de la 27e promotion de l'école de guerre, ce qui est quelque chose d'un petit peu différent, et de connecter mes camarades de promo au monde de la tech. Ouais. Mais je suis pas scénariste, je suis pas autrice de fiction, j'aimerais bien peut-être un jour. Bientôt. En tout cas, ça claque. Merci beaucoup pour cette présentation, Isabelle. Et puis nous, on continue à parler justement éducation, jeux vidéo. Et puis vous allez le voir, intelligence artificielle, tout de suite dans la deuxième partie du talk. 15 ans de Minecraft cette année, 15 ans d'un vrai succès. Et ce succès, on continue d'en parler avec notre invitée Béatrice Matlega. Je rappelle que vous êtes responsable des partenariats pédagogiques chez Microsoft Éducation. L'intelligence artificielle, justement, j'en parlais. Minecraft, intelligence artificielle, est-ce que ça fait 1? Est-ce que ça fait 2? Est-ce que c'est un outil que vous considérez en tout cas sérieux, efficace, utile pour acculturer les élèves à l'intelligence artificielle?
Alors oui, de manière générale, on peut utiliser Minecraft Éducation pour acculturer aux nouveaux métiers. On parlait de l'armée à ce moment. En effet, c'est quelque chose qui existe déjà. On a un certain nombre de parcours préexistants autour de la cybersécurité, notamment, pour apprendre quels sont les dangers des cyberattaques aujourd'hui, et puis se sensibiliser en fait à ce monde de la cybercriminalité et apprendre plus sur les métiers. Vous avez notamment lancé ça, je crois, dans le cadre du Safer Internet Day qui avait lieu en février. Tout à fait. Voilà, donc ça, c'est des contenus assez intéressants qu'on peut utiliser sur Minecraft. Mais pour en revenir à l'intelligence artificielle, on a fait la même chose en créant en fait un parcours qui s'appelle Generation AI. Qui permet justement de comprendre ce que c'est que l'intelligence artificielle, comment ça fonctionne, quels sont les concepts de code qui sont derrière, surtout quels sont les biais aussi. Qui peuvent être importants à comprendre quand on va utiliser l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est un tutoriel qui est complètement gratuit et qu'on a lancé dans le cadre de l'initiative Hour of Code. Donc l'heure de code, initiative historique, mondiale et historique pour sensibiliser au code. Et donc avec ce tutoriel Generation AI, on peut en effet parcourir tout un monde Minecraft et puis faire résoudre des énigmes, faire du code qui va débloquer une IA. Donc c'est un parcours vraiment de sensibilisation. Sensibilisation aussi, vous le faites au niveau de l'environnement, avec un programme notamment créé en partenariat avec la BBC, je crois, où on explore des mondes qui sont les nôtres, mais qu'on ne connaît pas forcément quand on habite en Europe, pour sensibiliser justement à la protection de l'environnement. Oui, tout à fait. On a souhaité construire beaucoup de contenus déjà préexistants au sein de Minecraft pour sensibiliser à des causes sociétales. Donc on le fait évidemment sur l'environnement avec de très nombreux parcours pour protéger en fait toute notre planète. Donc on l'a fait dans le monde polaire pour découvrir la vie en fait de tous ces animaux, notamment des ours polaires, et puis comprendre en quoi leur environnement était menacé et comment on pouvait faire pour les aider finalement pour limiter l'impact environnemental. Donc ça c'est des choses qui existent. On l'a fait aussi au niveau avec la NASA par exemple pour découvrir les planètes, découvrir tout le monde stellaire. Donc on essaie de le faire vraiment sur ces enjeux de société. Ces mondes aujourd'hui, est-ce qu'ils sont, pour en revenir à l'intelligence artificielle, générés par l'intelligence artificielle, ou est-ce qu'il y a des gens chez vous, chez Microsoft, Minecraft, qui les créent bloc par bloc comme les enfants peuvent créer leur propre monde ? Alors, on ne peut pas encore, dans Minecraft Éducation, générer en fait des mondes par de l'intelligence artificielle. En revanche, on peut tout à fait générer les parcours pédagogiques. Parce qu'en amont de la création des mondes, il faut toujours réfléchir au parcours pédagogique et à la finalité pédagogique qu'on va vouloir créer en fait dans ce challenge. Et donc ça, évidemment, on peut se faire aujourd'hui aider par une intelligence artificielle générative en créant des prompts. Aide-moi, copilote, aide-moi à rédiger un parcours pour Minecraft qui va parler de mathématiques, etc., etc. Et donc, on rédige son prompt et ensuite, on travaille avec l'intelligence artificielle qui va nous guider et qui va nous indiquer quelles sont les différentes étapes que l'on va pouvoir créer dans Minecraft. Et nous aider à créer cette fameuse énigme et ce challenge. C'est presque quelque chose que vous pourriez utiliser peut-être dans le cadre de ces métiers du futur que vous avez l'habitude de présenter, Isabelle, si vous travaillez auprès de plus jeunes, des questions d'orientation, de sensibilisation. On en a parlé avec vous, Béatrice, pour justement sensibiliser, présenter de nouveaux métiers qui sont au cœur de vos actions depuis des années maintenant. Oui, c'est une très bonne idée parce qu'effectivement, à partir du moment où on a une façon de gamifier les parcours et où effectivement ça permet aux uns et aux autres de vraiment toucher du doigt très concrètement ce qu'on peut faire dans un métier ou ce qu'on peut faire grâce à la cyber ou à une IA générative. C'est passionnant et ça rend ça très concret, notamment pour les plus jeunes. Donc moi, je trouve ça formidable. Et c'est ce qui explique notamment son succès. Minecraft est officiellement le jeu le plus vendu au monde depuis déjà plusieurs années. Les ventes atteignent déjà les 300 millions d'exemplaires. Un jeu considéré par les médias comme le jeu chouchou des enseignants, des jeux éducatifs. La France en connaît de nombreux. Ils viennent d'ailleurs régulièrement ici. Je pense notamment à Adibou, PowerZ, pour n'en citer que 2. Mais vous explosez tous les compteurs. C'est un truc quand même assez fou, partout dans le monde. Et vous avez notamment réussi à pousser les portes de l'éducation nationale de manière massive. Comment vous vous y êtes pris ?
Est-ce que ça s'est fait de fait parce que les élèves, de toute façon, ça cartonnait tellement chez eux à domicile que de fait, vous y êtes arrivé plutôt facilement, ou est-ce qu'il y a eu un partenariat peut-être en France avec le ministère de l'Éducation nationale? Alors il y a eu surtout beaucoup de curiosité, un élan de curiosité de la part des enseignants partout dans le monde. Et ça qui est intéressant, c'est que toutes ces pratiques, ces nouvelles pratiques pédagogiques par la gamification notamment, en fait les enseignants se les partagent entre eux. Donc il y a beaucoup de partage entre pairs. Voilà, on s'inspire de ce qui est fait par le collège ou le lycée d'à côté. Et ça, c'est extrêmement important. Donc nous, on a beaucoup encouragé ce partage de bonnes pratiques. On a un site, d'ailleurs, education.minecraft.net, qui regroupe tous les parcours pédagogiques que les enseignants ont souhaité partager sur tous les sujets possibles, toutes les matières en fait possibles et imaginables. Voilà, donc ça fait partie, c'est un élément de succès, et la formation est extrêmement importante parce que souvent la question qu'on nous pose, c'est comment on fait pour démarrer. Et voilà. Donc parce qu'autant quand on est ado ou jeune enfant, on est plutôt habitué à ces modes-là. Pour un enseignant, c'est peut-être un peu plus difficile. Donc vous les accompagnez? On les accompagne, en effet. Ils s'accompagnent aussi beaucoup entre eux. On a des parcours de formation qui sont disponibles et gratuits en ligne. D'accord. Voilà, donc finalement, c'est un mouvement. Et puis souvent, on commence par faire simple, par faire au niveau de sa classe ou d'un groupe. Souvent, les élèves sont assez moteurs. C'est souvent eux aussi qui enseignent aux autres. Voilà, donc, et on commence comme ça. Et après, on va développer un challenge au niveau de son établissement, au niveau de son département, et ainsi de suite. Voilà. Minecraft Éducation, est-ce que c'est une version qui connaît aussi un véritable engouement depuis le confinement, notamment, où on était tous devant nos ordinateurs? Est-ce que vous avez vu en tout cas une poussée dans les utilisations, dans les usages aussi, une modification de la manière dont les enfants apprennent et les enseignants enseignent, justement, ou pas du tout? Alors, ce n'est pas forcément lié à Minecraft en particulier. Je pense que le confinement a poussé le numérique de manière générale, et du coup derrière le numérique, on se pose la question de quels sont les usages les plus pertinents, et Minecraft en fait partie, et donc voilà, ça a naturellement aussi contribué à augmenter ces usages-là. En tout cas, c'est un tel succès que notamment l'Australie ou encore la Suède ont décidé d'inclure Minecraft dans les programmes scolaires. On en est où en France aujourd'hui, Béatrice? Alors en France, on est plutôt sur de l'adoption, on va dire, très ponctuelle dans certains établissements, auprès de certains enseignants. Donc ça se diffuse progressivement. Aux États-Unis, par exemple, on a des expérimentations assez intéressantes. On a une école en fait du comté de Duval, qui est en Floride, qui a créé un laboratoire Minecraft. Voilà. Donc c'est une salle informatique qui a été entièrement redécorée à l'image de Minecraft, et dans lequel justement Minecraft sert à faire l'apprentissage du numérique, du code, des métiers du futur. Voilà, donc c'est des expérimentations assez intéressantes. Et j'imagine que les retours sont positifs. Et les retours sont plutôt assez positifs. Et donc voilà, et nous on a très envie en fait aussi de répliquer ces bonnes expériences ici en France. L'un des risques souvent évoqués au sujet du jeu vidéo, c'est l'enfermement, parfois la perte de contacts aussi sociaux des joueurs. Comment Minecraft est utilisé justement dans ce contexte spécifique d'une salle de classe, de l'éducation, pour éviter cet enfermement? Vous avez commencé à nous dire qu'on peut jouer à plusieurs. Malgré tout, effectivement, et le débat de ces dernières semaines, de ces derniers mois, et même de ces dernières années, si je dois être très honnête, c'est le débat du temps d'écran sur les enfants, qui, dans certaines écoles, ne cesse d'être répliqué, augmenté, alors qu'il est déjà énorme dans les familles. C'est un sujet sur lequel voilà, vous portez une certaine attention. Oui, tout à fait. Ouais. Et Minecraft Éducation permet justement de travailler en équipe. On n'est jamais seul derrière son écran. C'est-à-dire qu'avant d'être sur Minecraft, on a déjà réfléchi son projet avec ses camarades. Oui, c'est ça. Voilà, et on va le travailler, on va le développer avec ses camarades, et on va ensuite le présenter à la classe en groupe. Donc finalement, on n'est jamais seul derrière son écran. Au contraire, ça encourage justement ces compétences de collaboration, de gestion de projet, etc. Donc ça, c'est plutôt assez intéressant. Et l'autre volet, c'est que Minecraft n'est jamais une finalité en soi. C'est-à-dire que c'est une étape pédagogique dans le cadre d'un projet plus global avec son enseignant. Donc il faut le voir vraiment comme un outil au service de l'apprentissage d'un sujet, d'une matière, et ça doit vraiment s'inscrire dans quelque chose de plus global.
Ça s'appelle Minecraft et notamment Minecraft Éducation et c'est un vrai succès, vous nous l'avez démontré aujourd'hui. Merci infiniment Béatrice Matlega d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes responsable des partenariats pédagogiques chez Microsoft Éducation. Merci encore d'avoir été parmi nous. Merci aussi à notre chroniqueuse lieutenant-colonel Isabelle Rouen d'avoir été parmi nous. Merci à vous de nous avoir suivis et puis nous, vous le savez, on se retrouve dès demain à 12h30 sur School TV et d'ici là, passez une très bonne journée.